Le Barça doit-il craindre Chelsea? Est-ce que Chelsea peut renverser le FC Barcelone? Salut tout le monde, c'est TMF et la rencontre de Ligue des Champions que j'ai souhaité traiter mardi, c'était celle-ci parce qu'en plus d'être l'affiche la plus prestigieuse, je trouve que c'est l'occasion parfaite de faire le point sur un Barça qui a eu une forme qui mérite commentaire dernièrement, on va dire ça comme ça pour simplifier les choses, et ça me permet également d'avoir un excellent prétexte pour faire le point sur une équipe de Chelsea qui est à mon goût assez mal comprise. En fait, je développerai ma pensée quand on parlera des Blues, mais Chelsea est pas mal vu dernièrement dans le football comme le grand méchant riche qui joue de manière dégueulasse malgré ses moyens de fou, et moi quand je regarde Chelsea, j'ai l'impression très inverse de voir une équipe qui est pas constituée de stars, qui pourrait même paraître pour une équipe de pauvres, alors c'est clairement pas le cas, mais c'est l'impression que ça pourrait parfois me donner, mais qui joue bien parce qu'ils ont un entraîneur intéressant. Et en fait, c'est un choc qui s'annonce hyper pertinent à commenter, hyper pertinent à analyser, et j'ai beaucoup de choses à dire sur ces deux équipes. Donc, on va d'abord faire le point sur le FC Barcelone, sur le dernier match face à l'Athletic Bilbao, face aux forces et aux faiblesses de cette équipe. Il y a quelques églises que j'ai envie de remettre au milieu du village également. On fera le point sur Chelsea, ce qui donne dans cette saison de Première Ligue qui finalement est assez particulière, parce que t'as Arsenal qui est tout devant, mais en dehors de ça, on peut quand même dire que le championnat anglais est ouvert comme il l'a rarement été. Et puis à la fin, je vous donnerai mon petit pronostic dans une partie sponsorisée par Winamax. En attendant, je vous montre les cotes pour cette rencontre. Oui, c'est le Barça qui a la préférence des parieurs, les pronos les plus posés. Et comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer, le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet lors de votre inscription. Et pour votre premier pari, il est remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100 € par Winamax. Le lien en description, le code promo TMF10. On va parler de Barça, on va parler de Chelsea. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Est-ce que le Barça est en forme? Eh bien pour ça, il faut regarder le dernier match face à l'Athletic Bilbao, un match qui était assez particulier parce que finalement, pour une fois, on ne parlait pas tant du terrain que de extra-sportif. Je m'explique, on ne parlait pas de polémique autour de Lamine Yamal, je vous rassure, on parlait du retour au Camp Nou. C'était enfin le retour à la maison pour un FC Barcelone qui l'avait quitté depuis déjà pas mal de temps. Alors certes, c'était une réouverture partielle, certes, il y a encore des travaux à faire pour que cette enceinte puisse avoir sa pleine capacité de 105 000 spectateurs, mais c'était quand même un événement qui faisait que le match était réussi avant même que le coup d'envoi soit donné. C'était vraiment quelque chose qui était hyper attendu du côté du Barça. Et moi, j'étais curieux de voir un peu comment les joueurs allaient aborder ça, parce que c'était un match classique de Liga finalement. Il n'y avait pas un enjeu particulier lié à cette journée, mais en attendant, rien que le fait de retourner au Camp Nou, c'était quand même une petite dinguerie du côté du Barça. Il y avait une charge émotionnelle qui était assez particulière, et d'ailleurs, ça faisait tellement longtemps que tu n'étais pas allé du côté du Camp Nou qu'un mec comme Yamal, j'ai pas envie de dire qu'il le découvrait, parce qu'il avait déjà joué au Camp Nou, mais on a été quasiment là en fait. Sa carrière du côté du Barça, Yamal, il l'a pas fait dans le Camp Nou. Bref, voici les compos qui étaient alignés pour ce match, et comme vous le voyez, la charge émotionnelle n'a pas désactivé les Barcelonais, très loin de là, et en fait, dès le premier but, moi je trouve qu'il y a un truc qui est hyper intéressant. Donc premier but qui vient de Robert Lewandowski, qui est inscrit assez rapidement, mais pourquoi c'est hyper intéressant? Parce que tout l'ADN du FC Barcelone est là. Vous allez me dire, l'ADN du FC Barcelone, c'est Lewandowski? Non, non, évidemment, mais en fait, ce but, il vient suite à une récupération haute, et je trouve qu'en fait, sous Hansi Flick, c'est vraiment ça qui me fait kiffer le Barça. Alors il y a plein d'individualités sur lesquelles on va revenir, qui sont hyper pertinentes, qui sont hyper divertissantes, mais en fait c'est surtout une machine collective qui tourne bien, le Barça, et qui ose prendre des risques à la récupération. Et ce but, il vient directement de ça. Alors on peut éventuellement dire que du côté de Bilbao, c'était pas une séquence qui était maîtrisé à la perfection, on va dire ça pour être poli, mais tout de même, c'est l'envie qui fait que le Barça arrive à se procurer cette occasion et ce but. Il y a derrière le doublé de Ferran Torres, un doublé qui aura beaucoup fait parler, parce que finalement, c'est un joueur qu'on a parfois un peu de mal à évaluer, mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le ballon long qui est envoyé par Yamal pour un début de Ferran Torres, qui est un ballon long juste délicieux, et on reparlera de Yamal, j'ai beaucoup de choses à dire sur lui, mais le réduire à un simple dribbleur, c'est vraiment l'insulter. Et en fait, sur la partie offensive de cette rencontre, ce qui est intéressant,
c'est qu'à la fois ça résulte du style de jeu du FC Barcelone, de tes qualités individuelles, mais tu vois que le danger, il peut venir de plein d'endroits. Et t'as pas forcément pour ça d'avoir ton effectif au complet. T'avais pas de Pedri au milieu de terrain, qui est quand même un chef d'orchestre exceptionnel. Rafinha, il a fait une petite entrée, mais vous le voyez, je vous le remonte sur la composition de départ, il n'était pas aligné, et ça tourne quand même drôlement bien. Et au milieu de terrain, du coup, Eric Garcia, qui est très polyvalent et que j'ai trouvé hyper pertinent ici. Et c'est assez marrant de voir la situation d'Eric Garcia, parce que c'est un mec qui lui aussi a connu plusieurs vies du côté du FC Barcelone, qui a une fin de contrat cet été, et t'avais pas mal de rumeurs en mode certains clubs sont à l'affût. On avait même parlé en France de Luis Enrique, qu'il appréciait beaucoup, et là, tout dernièrement, je crois que c'est Mundo Deportivo du côté de l'Espagne, nous annonce qu'il y a un accord de principe qui a été trouvé pour une prolongation. On va voir ce que ça donne, mais avec un Pedri qui est blessé, avec un De Jong qui ne pouvait pas être aligné ici, finalement ça a été une solution plutôt satisfaisante. Et quand on juge un peu la forme de ce Barça, quand on regarde les hommes qui ont fait la rencontre, je trouve vraiment que lui, il tire son épingle du jeu, et j'ai envie de dire chapeau bonhomme. Donc c'est un Barça qui a été intéressant, un Barça qui est plutôt en forme également. Il y a eu dernièrement beaucoup de commentaires autour de Jules Koundé. Jules Koundé qui affichait pas le niveau auquel il nous avait habitués, mais ici c'était mieux. Et finalement ça ressort également sur la prestation défensive du FC Barcelone, qui est une équipe qui parfois a pu être un peu décevante dans ce secteur, mais qui ici franchement a fait plutôt bien le taf. Et moi j'ai envie de vous parler d'Yamal. On banalise trop Lamine Yamal. On a l'habitude de parler d'Yamal à travers toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur l'extra-sportif, je vais même pas m'attarder là-dessus, mais je crois qu'on réalise pas à quel point Yamal, il plie tous les débats en termes de qualité footballistique en ce moment. Alors il n'est pas aligné aussi souvent qu'on aimerait le voir, on sait qu'il a ses problèmes de pubalgie, mais même avec ça, même en faisant des allers-retours sur le terrain, Yamal, il dévaste absolument tout le jeu de la concurrence. Alors déjà en termes de statistiques, c'est vraiment pas mal depuis le début de saison, il a fait 12 matchs, 6 buts et 8 passes décisives, mais surtout, c'est toujours la solution au cours de tes rencontres. Yamal est tout le temps décrit comme un dribbleur de génie, et a raison, parce que c'est vraiment un mec qui peut te dynamiter une équipe adverse par le dribble, mais on a trop tendance à oublier le fait que c'est également un mec qui touche beaucoup de ballons, que c'est un mec qui peut avoir des passes qui sont vraiment exceptionnelles, il a un jeu long qui franchement peut débloquer les situations, et en fait Yamal il a une palette technique et même tactique qui est bien plus grande que ce pourquoi on essaie de le faire passer. Il y a le côté ok, c'est un jeune ailier virevoltant, on va le voir sur les vidéos de highlights, oui certes, mais Yamal, ça repique très bien vers l'intérieur par la passe aussi. Yamal, ça a une capacité à faire les bons choix au bon moment. C'est un mec qui a déjà un instinct de footballeur qui est hyper développé. Il est certes très très jeune, mais il commence à avoir pas mal de matchs au compteur et ça se voit qu'il a emmagasiné de l'expérience, en plus d'avoir un certain don pour le football. Et sur les stats de la saison, Yamal, il défonce déjà tout le monde en fait. Quand on le compare aux autres de son poste, il est meilleur en termes de duels gagnés, de dribbles réussis, de courses progressives, de passes pénétrantes, bref. Je pense que les polémiques ont tendance à concentrer tous les débats sur Lamine Yamal, mais à un moment, il faut juste arrêter de regarder Twitter, arrêter de regarder les réseaux sociaux, arrêter de lire la presse, juste brancher sa télévision, regarder les matchs, et là, Yamal, il plie tous les débats. Ballon d'or ou pas, j'en ai rien à péter, honnêtement. C'est des questions collectives, c'est des questions de récompense qui n'occultent pas les performances sur le terrain, et sur le terrain, Yamal, il met absolument tout le monde d'accord. Donc, si on élargit un petit peu, ça vaut quoi ce Barça en ce moment ? C'est une équipe que je trouve pleine de potentiel, mais paradoxalement sujette à une irrégularité qui peut arriver et qui risque encore d'arriver demain, qui peut arriver parce que défensivement, tu t'exposes parfois à des joueurs qui peuvent passer à côté de leur match, des joueurs en méforme, quand tu fais un pressing haut, tu le paies directement. Là, t'as un milieu de terrain où tu dois composer sans Pedri, t'as pas forcément eu Frenkie de Jong à tous les moments non plus, ça fait que t'es obligé de faire des choix qui parfois déséquilibrent un petit peu tout ça. C'est une équipe qui peut souffrir de ça. C'est également une équipe qui est très demandeuse en termes d'intensité physique. On le sait, ça a toujours été la même chose avec Hansi Flick partout où il est passé. Et du coup, je suis curieux de voir est-ce qu'ils vont réussir à maintenir les mêmes volumes de course tout au long de la saison. Comment ça va se passer en termes de blessés. À mon goût, c'est pas pour rien que cette année, avec la continuité du travail d'Hansi Flick, on commence à avoir des joueurs
où il y a quelques tendons qui y grincent, il y a quelques muscles qui ont du mal. Je suis curieux de voir comment ça va se terminer. Mais une fois qu'on passe ça, une fois qu'on a évoqué ces limites du FC Barcelone, le danger, il peut venir de partout en attaque. C'est une équipe qui est vraiment ultra agressive, ultra intéressante, ultra pertinente, avec des joueurs qui ont la capacité à faire des différences de manière assez spectaculaire, où tu as du dépassement de fonction qui est devenu la norme, et en fait, c'est vraiment une équipe qui peut te faire mal et qui peut te tabasser. Je trouve qu'on a tendance à oublier un petit peu ce côté vraiment violent du football du FC Barcelone parce qu'on le regarde en tant que spectateur à la télévision. Mais je pense qu'on a tous connu, même à un petit niveau amateur, ces matchs où on joue contre des adversaires où à peine on a réceptionné le ballon qu'il y a déjà un mec sur toi en train de te faire un pressing. T'as même pas eu le temps de prendre ta décision que t'as déjà un mec sur toi. C'est ça le FC Barcelone. Et en plus, je trouve que c'est une équipe qui peut être très bonne en transition, très bonne en attaque placée. Donc il y a un vrai potentiel de l'équipe d'Hansi Flick. Et même s'il y a eu un peu de méforme pour les points que j'ai évoqués au départ, je considère vraiment que c'est un candidat très sérieux et qu'il va falloir se les coltiner. Et justement, c'est ce qui va incomber à Chelsea. Alors Chelsea, depuis le début de saison, comment ça se passe ? Ils sont dauphins de Première Ligue. On a tendance à l'oublier. En même temps, il faut regarder la gueule du classement de Première Ligue. Le deuxième, il a seulement 5 points de différence avec le 11e. Et en fait, c'est une Première Ligue où j'ai l'impression que tu as du mal à ressortir des noms, mais où il ne faut pas galvauder pour autant la performance de Chelsea. Il y a un truc tout bête qui vous permet un petit peu de rationaliser les observations qui sont faites suivant les différentes années de championnat, c'est que Chelsea, même s'ils arrivent à être dauphins actuellement dans une Première Ligue où tu as du mal à ressortir des têtes, avec leur moyenne de points, grosso modo 1,92 en arrondissant, ils font podium l'année dernière. Donc c'est pas non plus une équipe qui bénéficie seulement du fait que la concurrence n'est pas au niveau. Chelsea est une équipe qui joue particulièrement bien, suivant les rencontres, et c'est une équipe qui arrive à avoir des résultats en Première Ligue, donc qui est vraiment costaud. Je serais presque tenté à un moment de dire que c'est la maturité du projet qu'ils essaient de bâtir depuis déjà pas mal de temps, mais en fait, je vais être honnête, je le pense pas du tout. Si on regarde le 11 le plus aligné depuis le début de saison par Chelsea, alors c'est pas vraiment tout le temps représentatif de ce que serait ton équipe type. Par exemple, tu sais que tu as Palmer qui est blessé et t'aimerais sinon le faire jouer à chaque fois, mais t'as du talent, mais t'as une irrégularité selon les lignes qui est complètement folle. Si je prends par exemple le milieu de terrain, je pense que le milieu de terrain de Chelsea, c'est un des trucs les plus sous-cotés par les gens qui débattent foot, mais pas du tout sous-coté par le marché. En fait, il y a une quantité de thunes monumentale qui a été posée au milieu pour Chelsea. On a tendance à l'oublier, mais Enzo Fernandez, c'est un joueur que tu recrutes au Portugal, donc qui était encore dans un championnat, malgré tout mon respect pour le championnat portugais, mineur. Et là, Chelsea va poser 121 millions d'euros sur l'Argentin. C'est un des milieux de terrain les plus chers de l'histoire du football. Et il est associé à Caicedo, que tu as été cherché en provenance de Brighton. Donc lui, il avait fait ses preuves en Première Ligue, mais 116 millions d'euros. Si j'arrondis, t'es pas loin des 250 millions d'euros pour ton double pivot. Donc évidemment, ce double pivot, il est hyper performant. Moi, je considère que c'est peut-être le meilleur double pivot que tu as actuellement dans le foot. Alors, toutes les équipes jouent pas avec ce système, donc c'est parfois un peu dur à comparer. En plus, je vais y revenir, mais Chelsea, c'est plus compliqué qu'un simple double pivot inamovible à travers les rencontres. Mais là-dessus, Chelsea est une équipe incroyable. C'est ce qui fait que ça joue bien, c'est ce qui fait que c'est performant, mais alors, une fois que j'ai vanté les mérites du milieu de terrain de Chelsea, je considère qu'il y a quand même des anomalies dans cette équipe. C'est une équipe qui est vue comme une équipe qui dégueule de la thune à chaque mercato, et regardez l'attaque de Chelsea, quel attaquant vous prenez dans les plus grands clubs du monde ? Alors il y a Cole Palmer qui est blessé, certes, je veux bien entendre ce nom dans les débats, mais en dehors de ça, Garnacho, Delap, João Pedro, Pedro Neto, je suis désolé, pour moi, ça n'a pas la stature d'être des attaquants titulaires dans un des plus grands clubs du monde. Et c'est pareil en défense centrale, t'as 40 000 centraux que tu peux estimer à entre, on va dire, 25 et 40 millions d'euros, donc qui sont des bons centraux, mais où t'as toujours des problèmes de régularité, toujours des problèmes de blessures, parfois des éléments qui ont besoin de gagner un petit peu en bouteille, parfois une concurrence qui peut être un petit peu délétère. Et en fait, cette équipe de Chelsea, j'ai l'air de la défoncer, mais au contraire, c'est pour dire j'applaudis des deux mains Maresca, parce que je considère que c'est pas une équipe qui
est incroyable en attaque, même s'ils ont des bons éléments, hein. Encore une fois, ma critique, c'était par rapport au budget investi, et est-ce que je verrais ces éléments dans les plus grands clubs du monde en tant que titulaire? Donc t'as pas une attaque absolument incroyable, t'as pas une défense qui me met systématiquement en confiance, et ça joue bien. Chelsea, je considère que c'est une équipe qui, elle aussi, comme le FC Barcelone, est capable de presser haut, elle aussi est capable d'être particulièrement agressive, elle aussi a des joueurs qui sont capables d'être assez représentatifs du dépassement de fonction qu'induit le football moderne, et je trouve surtout que Chelsea, c'est plutôt agréable à voir jouer. Alors le truc, c'est que parfois, dans des rencontres face à des petits adversaires, ils peuvent déjouer et décevoir, et c'est peut-être une de leurs limites dans le championnat anglais si jamais ils voulaient challenger Arsenal. Pour le moment, je pense qu'ils ont besoin de gagner un petit peu en régularité, mais face aux grosses équipes, ils font régulièrement le taf, et on l'avait vu en Coupe du Monde des clubs face au Paris Saint-Germain, mais un Chelsea bien en forme, bien motivé, ça peut vraiment taper pas mal d'adversaires, et moi je le mets vraiment au crédit de Maresca. C'est une équipe qui peut briller contre les gros. Et en fait, pour moi, dans l'opposition que tu vas avoir entre le Barça et Chelsea, je vais particulièrement regarder le milieu de terrain, parce que si tu avais un milieu de terrain Pedri, De Jong face au milieu de terrain Fernandes, Caicedo, moi ce serait vraiment Star Wars dans ma tête, la guerre des étoiles, ce serait vraiment Hollywood, vraiment un casting 3 étoiles. Là, ça va être un peu plus compliqué, tu vas devoir un peu plus bricoler. T'as pas Pedri, t'as pas même en attaque Palmer du côté de Chelsea, mais c'est vraiment deux équipes qui en fait peuvent faire mal à leur adversaire quand elles s'impliquent, parce que les deux ont un pressing très très haut. Ici, ça va se jouer à Stamford Bridge, et je pense que c'est un bel adversaire pour le Barça. Mais voilà, où est-ce que mon cœur penche? Où est-ce que mon pronostic va aller? Bon, déjà, je vous remets les codes de la rencontre dans une partie sponsorisée par Winamax. C'est le FC Barcelone qui a largement la préférence des parieurs avec, attention, 91% des paris posés, mais c'est Chelsea qui est légèrement favori avec une cote à 2,25. Sur les pronos les plus posés, on a les deux équipes qui marquent, le Barça ou le match nul et pas mal de buts. Et mon petit pronostic, c'est joueur décisif Lamine Yamal plus victoire du FC Barcelone. Yamal décisif, donc passeur décisif, buteur, un des deux, les deux, vous avez l'idée. Pourquoi je vais du côté du Barça? Eh bien, parce que franchement, je trouve que le FC Barcelone est en train de redéclencher une dynamique que je trouve assez intéressante. C'est une dynamique que je trouve assez intéressante parce que c'est une équipe qui a réussi, lors de son dernier match, à prouver que, ouais, Pedri, c'est un joueur qui est littéralement irremplaçable, mais pour autant, tu peux quand même réussir à construire une équipe qui est cohérente, même sans avoir Pedri, même sans que tu aies un joueur qui essaie même de faire du Pedri dans cette équipe. Lamine Yamal, comme je disais, je considère que c'est un joueur qui est trop souvent réduit à un simple dribbleur, alors que même dans les solutions offensives que doit trouver le FC Barcelone, bah, tu peux te reposer sur ce joueur comme bien plus qu'un ailier de déséquilibre. Il a une capacité à élargir sa palette de jeu. Et finalement, ce Barça, il m'impressionne pas mal, et si moi j'ai des doutes, c'est plus des doutes liés à la forme de sa défense. Là, j'ai l'impression qu'on remonte un petit peu alors qu'on était en creux de la vague, et des doutes sur sa capacité à tenir physiquement sur la longueur, mais je pense pas que ce sera au cours de ce match que ça va craquer. Alors oui, Chelsea est un adversaire redoutable. Je considère que leur milieu de terrain, c'est vraiment deux armes de destruction massive, mais petite piécette de mon côté sur le Barça. Si vous avez envie de vous lancer, je vous le rappelle pour conclure la vidéo, le code promo TMF10 à rentrer lors de votre inscription, ça vous donne 10 € en free bet, Winamax qui rembourse votre premier dépôt s'il est perdant jusqu'à 100 €, et en plus ça aide la chaîne. Donc on verra de quoi sera fait cette rencontre, mais moi je l'attends particulièrement, surtout qu'il y a de l'enjeu, mine de rien, parce que Chelsea, ils sont pas si bien classés que ça en Champions League, donc il va falloir réussir à être sur les deux tableaux, Ligue des Champions, Première Ligue, pardon, et le Barça, je pense qu'enchaîner quelques belles rencontres, ça pourrait également être pas mal, et ça pourrait mettre en place une dynamique saine au sein de l'effectif, parce que tu as des joueurs qui vont revenir progressivement, tu as des questions de blessures, mais avoir quelques éléments qui profitent de cette période pour marquer des points, ça peut être pas mal aussi. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine, kiffez bien, salut.